Oui, effectivement. Donc, je me présente moi-même. Je suis maître de conférence à l'Université de Paris et membre évidemment du CTHS. Et donc, je me pose une question, et je la pose à tout le monde. Qu'entend-on par bande FM? Et j'ai bien mis bande FM entre guillemets. Alors, de nos, de nos jours, quand nous écoutons la radio, nous avons plusieurs moyens de le faire. Soit nous l'écoutons sur notre smartphone, et à ce moment-là, on parle de radio IP, la même chose sur un ordinateur. Il ne s'agit pas de radiodiffusion au sens où on l'entendait précédemment. Soit on commence à l'écouter grâce à ce qu'on appelle la radio numérique terrestre, la RNT, qui commence à s'implanter avec un système qui s'appelle le DAB+, et qui sera peut-être dans les années à venir hégémonique. Et on peut encore l'écouter sur ce qu'on appelle donc de manière un peu profane la bande FM. Donc la question qu'est-ce que la bande FM? Elle est utile parce que peut-être que la bande FM va disparaître à plus ou moins long terme. Donc il est quand même temps de préciser les choses. Euh, voilà, alors j'essaye d'avancer. Donc cette année, on a fêté 2 anniversaires. Les anniversaires sont toujours très relatifs, hein, ça dépend de la date à partir de laquelle on part, les 100 ans de la radio en France et les 40 ans de, je mettrai avec guillemets, radio libre. Donc voilà la publication, le numéro collector qui est sorti en mai 2021 à cette occasion. Alors effectivement, c'est à la fin 1921, je dirais plutôt quand même au tout début 1922, que le premier poste français de radiodiffusion régulière, Tour Eiffel, on l'appelait, et qui était situé, comme son nom l'indique, sur la Tour Eiffel, apparaît. Alors bon, je n'insiste pas là-dessus, il y a des ouvrages qui ont été rédigés comme celui-là sur cette question. La radio libre, entre guillemets, elle a été fêtée déjà par le passé avec des ouvrages, comme vous le voyez, un ouvrage de 1986, le premier sur la question FM, la folle histoire des radios libres, ou ce collector de 2011, produit par Télédiffusion de France, TDF, l'aventure de la FM. Et dans tous les cas, on voit ce terme de FM omniprésent, comme si voilà, cette aventure était indissociable de cette bande entre guillemets. Alors, 40e anniversaire, évidemment, à cause de 1981, l'élection de François Mitterrand qui va changer la donne et qui va conduire à une régularisation des radios qui étaient illicites jusqu'alors et qui vont devenir ce qu'on appelle toujours de nos jours des radios locales privées. Alors effectivement, à partir de 81, vous allez avoir un grand nombre de radios qui vont apparaître. Hein. Juste pour indication, j'ai choisi 4 radios qui ont disparu, mais qui étaient triomphantes au début des années 80. Et les 4 signalent, comme si ça n'allait pas de soi, qu'elles émettent en FM, en modulation de fréquence. Et effectivement, ça n'allait pas de soi, comme je vais le montrer par la suite. Alors, pour bien comprendre déjà le premier terme, celui de bande. Qu'est-ce que c'est qu'une bande? C'est une question un peu toute bête, mais parfois les questions toutes bêtes sont intéressantes à creuser. Voici l'organisation du spectre des fréquences radioélectriques, électromagnétiques, qui vont de 3 kHz, donc 10 puissance 3, à 300 GHz, 10 puissance 9, et donc ce long spectre est géré par une agence en France qui s'appelle l'Agence nationale des fréquences, ANFR, et voilà le dernier état des lieux de ce qu'elle est à l'heure actuelle.
Et donc, on voit très clairement, même si je ne fais pas de gros plans, des bandes. Voilà, le terme bande peut être appliqué pour définir ces différentes limites de couleurs et qui sont affectés à des usages multiples, hein. Vous voyez des usages évidemment de radiodiffusion, mais également des usages scientifiques, satellites, téléphones mobiles, météorologie, et je passe l'armée, l'intérieur et d'autres usages innombrables. Donc si on regarde de plus près et si on regarde l'endroit où se trouvera la bande FM, toujours entre guillemets, c'est ce qu'on appelle la bande VHF, qui est l'abréviation du terme anglo-saxon de Very High Frequency, c'est-à-dire de très haute fréquence, qui va de 30 à 300 MHz. On reparlera un petit peu de cette question de Hertz, de cette unité. Et donc, on voit qu'elle-même est subdivisée en bandes avec des usages radicalement différents, hein, des systèmes militaires, des usages en aéronautique pour conduire les avions à bon port, si j'ose dire, des radioamateurs. Et on voit entre 87,5 et 108 MHz, la radio FM. En fait, l'appellation exacte de cette bande, qui est limitée donc par deux fréquences, une fréquence inférieure et une fréquence supérieure, devrait être bande 2 des VHF, pour être plus précis. Et dans cette bande 2 des VHF, il y a, à proprement parler, la FM. Ça, c'est un premier point. Et maintenant, on va essayer d'expliquer un peu ce qu'est la modulation de fréquence. Alors, pour commencer, il faut faire un rappel historique. C'est-à-dire qu'au début de la radio, donc dès les premiers essais dans les années 1900, et puis surtout pendant les années 1910, et surtout à partir de l'apparition de la radio au sens propre, celle que tout le monde écoute pour recueillir des informations ou écouter de la musique, eh bien, on a utilisé une technique qui s'appelait la modulation d'amplitude. Alors, un petit schéma pour expliquer ça le plus succinctement possible. Je ne rentre pas évidemment dans les détails, parce que déjà, je ne suis pas électronicien et je serais probablement incapable de vous faire une présentation claire. La radio, c'est tout simple. D'ailleurs, il y a un ouvrage qui était commercialisé dans les années 50-60, la radio, mais c'est très simple, c'est un best-seller à l'époque. C'est tout simple, c'est une onde porteuse, c'est le terme carrier que vous voyez ici, c'est une onde de très haute fréquence, c'est sa caractéristique, de l'ordre de plusieurs dizaines, plusieurs centaines, voire de milliers, voire encore plus, de cycles par seconde. Hein. Vous voyez ce que c'est qu'un cycle, hein. C'est l'espace qui va d'un maxima à un autre. Et cette onde est entretenue. Entretenue, ça veut dire qu'elle est stable, elle est toujours la même pendant toute la durée de l'émission. Donc, si l'émission dure 1 heure, eh bien, vous avez la même onde comme ça, entretenue pendant cette heure-là. Si l'émission dure 24 heures tous les jours de l'année, eh bien, tous les jours de l'année, vous aurez cette onde porteuse. Au-dessus, vous avez un courant électrique qui correspond au son, à la musique, à des informations sonores qui vont être diffusées au sens propre. C'est le terme modulator. C'est une basse fréquence, hein, qui n'a rien à voir avec les très hautes fréquences porteuses de la radio. Et la modulation d'amplitude, c'est que ce courant électrique correspondant au son, à la musique, à la voix, etc., va moduler l'onde porteuse que vous voyez au deuxième niveau. Et ça donne ce que vous voyez au troisième niveau, la modulation d'amplitude. Et là, bon, c'est facile à comprendre. Vous voyez que les maxima sont plus ou moins hauts selon l'information portée par l'onde porteuse. Alors, un autre appel également, hein, que vous avez tous en tête, bien évidemment, c'est que la longueur d'onde et la fréquence sont inversement proportionnelles. Hein. Donc, vous avez ce rapport bien connu, lambda, la longueur d'onde, égale 300 000 km à la seconde.
donc vitesse d'électricité, de lumière, et sur la fréquence. C'est-à-dire qu'on peut exprimer une fréquence porteuse aussi bien en fréquence, et on parle de cycles par seconde au moins jusqu'aux années 30, et en hertz à partir du milieu des années 30, c'est le moment où on crée cette unité, cycles par seconde et hertz sont équivalents, ou en mètres dans le cas où on utilise la longueur d'onde. C'est la même chose, hein. C'est la même chose, simplement les époques préfèrent le dire en mètres au tout début en particulier, et actuellement c'est plutôt en hertz que l'on parle là. Donc au début de la radiodiffusion, les fréquences d'émission, très haute fréquence, paradoxalement, étaient plutôt faibles au regard des fréquences qui sont utilisées de nos jours pour la FM. C'était de l'ordre de quelques dizaines ou quelques centaines de milliers de cycles par seconde, ce qui représente quand même des fréquences très, très élevées, ce qu'on appelle donc, à partir du milieu des années 30, des kilohertz. Alors, un exemple, hein, juste Tour Eiffel, le poste donc situé sur le monument, en 1921, sa longueur d'onde est de 2650 mètres. C'est ce qu'on dit à l'époque. Et si on traduit en fréquence, on obtient 110 kHz, qui représente à peine 0,11 MHz, qui n'a rien à voir avec les 87,5 à 108 que j'ai évoqués tout à l'heure et sur lesquels nous allons revenir. Donc, on va commencer à faire des émissions de radio, de la radiodiffusion, de la téléphonie sans fil, on disait également au tout début, à partir de fréquences qui sont relativement basses. Les principales, ce sont ce qu'on appelle les ondes longues, GO, grandes ondes, ça signifie exactement la même chose, qui allaient de 30 à 300 kHz. Elles sont dominantes et elles vont rester dominantes pratiquement jusqu'aux années 80. Aujourd'hui, elles disparaissent les unes après les autres pour d'autres usages. On est en train de démonter un petit peu partout dans tous les pays les émetteurs qui permettaient de diffuser des ondes longues. Il y a les petites ondes ou ondes moyennes, c'est équivalent, qui allaient environ de 500 kHz à 1,5 MHz. Et les ondes courtes, qui parcouraient la planète entière et que nous connaissons bien, surtout pendant la Seconde Guerre mondiale, qui allaient de 3 à 30 MHz. Hein. Donc, c'était les trois gammes d'ondes qui étaient utilisées, on va dire, au début de la radiodiffusion et jusqu'à une époque relativement récente, puisque j'ai dit que dans les années 30, émerge véritablement l'usage massif de la modulation de fréquence, des gammes d'ondes correspondant à la modulation de fréquence. Alors que s'est-il passé? C'est très simple, c'est qu'au fur et à mesure que la transmission d'ondes radioélectriques se vulgarise dans tous les pays. Les usages de ce spectre radioélectrique augmentent de façon considérable, presque exponentielle, et l'encombrement devient dramatique, ce qui oblige à étendre le spectre vers le haut et donc à utiliser des fréquences de plus en plus élevées. Alors là, j'ai mis juste un repère, c'est très approximatif, mais vous voyez bien qu'entre les années 20 et les années 60, vous allez avoir une augmentation considérable des fréquences qui, évidemment, implique une diminution tout aussi considérable des longueurs d'onde, dans ce rapport de proportionnalité que j'ai évoqué tout à l'heure. Et donc, on voit en particulier que vers le début des années 40, la limite haute du spectre est de 100 MHz, qui correspond globalement à la bande dans laquelle se développera la modulation de fréquence. Alors la modulation de fréquence, là aussi je ne vais pas rentrer dans les détails, elle est mise au point par un homme de génie, Edwin Howard Armstrong, que vous voyez ici, qui aura une triste fin puisqu'il se suicidera en se jetant de, je crois, son 10e étage de son immeuble.
accablé par la maladie, les dettes, etc. Il faut dire qu'il se sera opposé toute sa vie, pratiquement, à un gros trust américain qui s'appelait la RCA, Radio Corporation of America, qui sera le principal obstacle au développement de la modulation de fréquence aux États-Unis. Donc cet Américain va mettre au point en plusieurs temps, on va y revenir tout à l'heure, la modulation de fréquence. Alors pour bien comprendre ce qu'est la modulation de fréquence, reprenons le schéma de tout à l'heure, hein, vous avez l'onde porteuse, vous avez le signal modulateur, donc le signal électrique qui porte le son à proprement parler. La modulation d'amplitude, on a parfaitement compris de quoi il s'agissait. Les maxima sont variables. Dans la modulation de fréquence, les maxima sont toujours les mêmes. Hein, donc l'onde porteuse a l'air intacte. Simplement, vous avez des variations de fréquence autour, évidemment, de la fréquence porteuse au sens propre, hein, qui ne change pas. Et ces variations, eh bien, véhiculent le signal électrique correspondant au son. Alors, juste évidemment pour évoquer ce point-là, le signal est ensuite amplifié, il y a des amplificateurs, je ne rentre pas dans les détails, il y aura l'antenne, la diffusion dans l'espace et le signal atteint nos récepteurs de radio qui vont démoduler l'ensemble du signal pour ne garder finalement que le signal électrique qui permet de reconstituer le son, que ce soit la parole ou la musique. Voilà le principe de la modulation de fréquence, hein, qui arrive dans les années 30. Voilà quelques dates pour rappeler la naissance de la FM. Premier point fondamental, c'est aux États-Unis que ça se passe, et ça démarre là-bas. Donc les premiers brevets de Armstrong en 1933, tout cela est relativement bien documenté. En 1936, Armstrong va faire une démonstration devant le modèle des institutions de régulation de la radiodiffusion qui s'appelle la FCC aux États-Unis. Une première station est inaugurée en 1936 qui émet en modulation de fréquence. Et vous voyez, cette station qui avait comme nom de code X2XMM, c'est pas très agréable, se trouvait sur 42,8 MHz à l'époque. C'est-à-dire qu'on utilisait une fréquence supérieure à ce qui était utilisé jusqu'alors, mais on n'avait pas encore atteint les niveaux de la bande dite FM. En 1937, il va y avoir ce terme qui est utilisé en français, mais qui est un anglicisme à l'origine, il va y avoir une allocation de fréquences pour des stations expérimentales et éducatives aux États-Unis. Et donc, vous voyez la marge dans laquelle se situeront ces différents postes. En mai 40, arrêt de cette bande d'expérimentation, on va dire, et allocation de fréquences pour la FM commerciale américaine qui démarre très vite et très fort, et l'on offre donc la bande qui va de 42 à 50 MHz, c'est-à-dire bien inférieur à ce qu'on aura plus tard. Et puis en juin 1945, hein, c'est au sortir de la Seconde Guerre mondiale également qu'il va y avoir des changements, sous la pression de la RCA, il va y avoir une nouvelle allocation de fréquences par les pouvoirs publics américains pour la FM commerciale, et on va se trouver là, un peu dans la zone où nous nous trouvons de nos jours, 88 à 106 MHz. L'idée de la RCA était très simple, c'est en faisant bondir en quelque sorte dans le spectre les stations de FM commerciales, eh bien, on les fragilisait puisqu'il fallait évidemment que les constructeurs fassent des appareils de réception adaptés, ce qui n'était évidemment pas le cas à l'époque. Donc ça retarde le développement de la modulation de fréquence, et comme le réseau de la RCA était en modulation d'amplitude, ça le préserve évidemment de la concurrence. Alors, à côté de ça, il y a une réglementation internationale. Ça survient très très vite au début de la
de la radiodiffusion pour une raison très simple, c'est que vous avez des brouillages, vous avez des interférences en permanence, surtout avec la modulation d'amplitude. Et donc, il peut y avoir des brouillages au sein d'une région, il peut y avoir des brouillages au sein d'un pays, mais il peut y avoir également des brouillages entre pays. Et tout cela, il faut trouver des solutions, des accords, etc. Et donc, vous avez des réunions régulières de cet organisme qui s'appelle l'Union internationale des télécommunications, UIT, organisme qui est rattaché aux Nations Unies depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et en 1947, nous avons donc une conférence à Atlanta City, donc c'est aux États-Unis, c'est pas anodin, qui propose une extension de la gamme des fréquences vers les VHF. Nous savons ce que c'est depuis que je vous ai présenté le spectre au début de la présentation, et encore plus haut, les UHF, c'est-à-dire Ultra High Frequency, donc les fréquences très très hautes en quelque sorte, ultra hautes, et donc voilà les allocations de fréquences pour des usages. Et on voit apparaître donc cette fameuse bande 2 des VHF qui se situe à l'époque, donc en 1945, qui est proposée à l'époque entre 87,5 et 100 mégahertz pour la radio. Et donc, vous voyez apparaître d'autres bandes qui sont utilisées pour la plupart pour la télévision, qui émergent à la même époque. En 1949, le plan de Copenhague va gérer la question européenne, on va dire, et donc la modulation de fréquence européenne va s'implanter définitivement sur la bande 2 des VHF. Alors j'ai rajouté sous l'influence des Allemands, pour une raison très simple, c'est que suite à la défaite allemande au terme de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ils ne peuvent plus émettre sur ces bandes qui étaient privilégiées par les auditeurs de très longue date pour des raisons très simples, d'influence tout simplement. Et donc, ils vont se rabattre sur la modulation de fréquence, sur des fréquences beaucoup plus élevées. Et ça sera des décisions au niveau des lanceurs, évidemment, mais je ne rentre pas dans les détails. En 71, juste pour terminer cette chronologie, nous allons avoir une allocation de fréquences complémentaire, c'est-à-dire qu'on estime que les besoins en développement de la modulation de fréquences sont supérieurs à ce qu'on avait prévu au départ, et donc il y aura également 100, 108, dont on va globalement de 87,5 à 108 MHz, ce qui est le cas actuellement. Alors, la modulation de fréquence, elle a des avantages évident. Tout d'abord, la qualité musicale. La haute fidélité, la retransmission de la haute fidélité sera possible grâce à la modulation de fréquence, ce qui était loin d'être le cas avec la modulation d'amplitude. Et puis surtout, le point le plus important, c'est l'absence de parasites. Il y avait des nuisances à l'écoute de la radio. Il suffit de lire des ouvrages de romanciers qui évoquent la radio. Vous verrez constamment des références à ces parasites, à ces interférences, à tous ces problèmes, le fading également, donc un son qui fluctue en fonction du temps. Donc tout ça va être éliminé. En revanche, il y a un défaut. Il y a un défaut, comme dirait l'autre, les ondes métriques, on tourne autour de 3 mètres, traversent sans être réfléchies les différentes couches de l'atmosphère, ce qui n'était pas le cas des ondes précédentes utilisées, que ce soit les ondes courtes qui pouvaient faire le tour du monde, que ce soit les ondes longues qui étaient également réfléchies ou les ondes moyennes. Il y a donc ce qu'on appelle une propagation à vue. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le signal part en ligne droite et donc il touche à un moment donné l'horizon et puis il se disperse quelque part dans l'espace. Donc on ne peut écouter globalement que jusqu'à l'horizon. Ça dépend évidemment de la hauteur de l'antenne, du pylône d'antenne, mais ça ne va pas très loin. Ça va faire 30, 40 kilomètres selon les reliefs. C'est pour ça qu'on va parler de radio locale. Et c'est un terme
très important, ça va être une rupture, hein, un changement radical de paradigme, c'est-à-dire qu'en France, on avait l'habitude d'écouter sur ondes longues, et là, on va prendre l'habitude d'écouter à partir d'émetteurs locaux, ce qui va permettre le développement, nous allons le voir très rapidement, des fameuses radios locales. Ça a une autre conséquence et un défaut, au moins dans le premier temps, c'est qu'il faut fabriquer là aussi de nouveaux postes de réception aptes à recevoir la bande 2 des VHF. Hein, on l'inaugure, donc évidemment, on n'avait pas prévu ça sur tous les postes que vous avez eu l'habitude de voir dans des photos, des gros postes comme ça qui trônent dans les salons familiaux et que tout le monde regarde avec admiration, eh bien, il va falloir en faire d'autres. Alors, voilà un exemple. La collection qui est très réduite malheureusement. C'est un appareil qui était courant dans les années 70, hein, donc un appareil à transistor, donc résultant de la miniaturisation des ampoules électroniques. Et vous ne voyez que deux gammes de fréquences, donc les grandes ondes, les ondes longues, avec les postes emblématiques, Radio Luxembourg, RTL, il faudrait dire, déjà à l'époque, Monte-Carlo, Europe 1, France Inter. On pouvait très bien écouter la BBC, j'en ai le souvenir quand j'étais gamin, avoir eu un poste à peu près similaire, et on pouvait également écouter des émetteurs qui se trouvaient sur les ondes moyennes, les petites ondes, et derrière, un petit clapet comme ça qui permettait de passer de l'une à l'autre. Alors, on va prendre un seul exemple pour voir l'apparition de la FM, comment elle se fait au tout début. Donc ça, c'est tiré d'un site web que je recommande, tsfradio.org. Donc le créateur du site propose une galerie des glaces. Alors, qu'est-ce que c'est que les glaces en question? C'était des glaces transparentes qui étaient posées sur les appareils et qui étaient rétro-éclairées et qui donnaient cet aspect féerique, fantasmatique presque, aux appareils de radiodiffusion à l'époque. On est loin de cette époque, hein, évidemment. Et donc, quand vous regardez de près, vous voyez les ondes que je vous ai décrites précédemment, donc les petites ondes, les grandes ondes, les ondes courtes, hein, et vous voyez que, par exemple, pour les petites ondes, on allait aussi bien à Strasbourg qu'à Rome, on pouvait recevoir Oran, on pouvait recevoir parfaitement Budapest, etc., etc. Hein, on n'imagine pas ça sur nos postes de réception FM. Sur les grandes ondes, on pouvait aller jusqu'à Munich, évidemment, etc. Et tout en haut, on a rajouté la FM. Et donc, on voit que ce poste date, on va dire, de l'extrême fin des années 50 ou début des années 60. Hein. C'est un gros investissement d'acheter un appareil comme ça. Hein. C'est un Schneider Fandango, hein, si vous ne trouverez plus ça dans le commerce. Et vous voyez que ça va de 88 globalement à 100 MHz. Ça ne va pas plus loin. Donc, la convention de Darmstadt, qui pousse jusqu'à 108 MHz, n'est pas encore entrée en vigueur. Et surtout, il n'y a aucune radio de spécifiée parce que, comme nous allons le voir, en France en particulier, on fait un usage très timoré de la FM dans le premier temps. Alors, voilà juste quelques pages, et on va terminer très rapidement, d'un ouvrage qui est sorti au moment de ce mouvement des radios libres. Hein. Les radios libres, c'était quoi? C'était des radios illicites. Elles n'étaient pas autorisées par l'État, qui a la mainmise, hein, sur les ondes, hein, qui peut évidemment les autoriser pour des usages privés, mais qui, à l'époque, ne le faisait pas. Et donc, dans cet ouvrage qui s'appelle Les radios libres, qui est sorti donc fin 77, début 78, vous voyez qu'il y a très, très peu d'émetteurs. Hein. Si vous prenez la ville de Cherbourg, il n'y a pas grand-chose qui est proposé, par exemple. Et puis, si vous prenez Paris, hein, donc l'émetteur de la Tour Eiffel, puisque c'était là que ça se passait, et vous ne voyez que 4 fréquences. Et les 4 fréquences en question, c'est France Inter, la première, la seconde, ça doit être France Culture, la troisième, France Musique, et la dernière, ça devait être FIP, France Inter Paris, donc une station de radioguidage très prisée, avec ses animatrices, qu'on appelait les FIPET, et qui faisaient écouter en
en particulier et fait toujours écouter du bon jazz. Donc en 77, quand Radio Verte, hein, qui est la radio emblématique du début des radios libres démarre, elle a l'embarras du choix pour s'implanter sur la bande FM parisienne. Hein. Là, nous sommes dans l'appartement de Jean Eternalier, dont vous reconnaissez le sourire enjôleur. Vous avez le technicien Antoine Lefébure et l'homme politique, en quelque sorte, Brice Lalonde, qui sont les trois opérateurs de cette première émission qui aura un retentissement considérable et qui va lancer le mouvement des radios libres. Dans la foulée, vous allez avoir plein de radios qui vont se multiplier. Hein. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on prend les vides. Hein. Par exemple, Radio Verte Fessenheim, qui était une radio contre le nucléaire. C'était vraiment les années 70 où on contestait l'énergie nucléaire et l'installation de cette centrale nucléaire de Fessenheim. Eh bien, on propose aux auditeurs d'écouter entre 100 et 104 MHz. Hein. Donc, vous voyez que c'est relativement large. Et on parle d'ailleurs d'UKW, qui est le terme allemand, hein, puisqu'on était à la frontière de l'Allemagne, ultra-kurz, alors je ne saurais pas le dire en allemand, je ne sais plus quel est le terme, mais les ondes ultra courtes. Donc voilà, on peut voir tout ça. Et puis aujourd'hui, évidemment, tous ces vides ont été remplis. Il va y avoir des lois, une loi en novembre 81, une loi donc en 86, en 82 d'abord, puis en 86, qui vont créer en particulier le CSA, hein, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui va attribuer les fréquences. Et vous voyez par exemple qu'à Paris, vous avez plein de radios, alors qu'il n'y en avait pratiquement pas au début des années 80, qui saturent véritablement la bande dite FM avec des émissions de la sorte. C'est pour ça que la radio numérique terrestre que nous avons vue tout à l'heure, hein, et qui est, je vais simplement montrer très rapidement, qui va se trouver sur une autre bande, hein, elle est ici, évidemment, entre 174 et 223 MHz, eh bien, la radio numérique terrestre vient en appoint. On parle de simulcast actuellement et à terme, peut-être, fera disparaître la bande dite FM. Voilà, je vous remercie. Alors, je vous remercie, mais j'ai perdu tout. Arrêtez de partager votre écran. Arrêtez de partager. Bon, je ne sais pas si quelqu'un a une question. Hein, on a déjà un petit peu débordé, mais évidemment, ce sera un plaisir de répondre à votre question. Détail, c'est Ultra Kurzwellen. Voilà, quelqu'un qui parle bien l'allemand, c'est parfait. Oui, j'ai une question de Béotien, ayant beaucoup pratiqué la radio en amateur et un tout petit peu été acteur d'une des premières radios libres, enfin pas sans être un pionnier. Je comprends facilement le principe de l'émission en FM, mais comment le récepteur peut capter une fréquence qui change? Ah non, la fréquence ne change pas, on oscille autour de la même fréquence. Hein. Donc le signal reste celui de la fréquence de l'onde porteuse et simplement on oscille. Donc si en démodulant, on retombe sur la fréquence correspondant à l'onde porteuse. Si on oscille, c'est plus tout à fait la même fréquence. Ah, si, il y a une fluctuation qui est tolérée d'ailleurs, hein, autour de la fréquence centrale. Il y a un terme pour ça que je recherche dans ma tête mais que je ne trouve pas. Mais la fréquence centrale est celle sur laquelle on doit se pencher pour écouter la station que l'on souhaite écouter. Alors ensuite, hein, sur les détails, c'est hyper compliqué, hein, évidemment. On rentre dans l'électronique, il y a des spécialistes, moi je suis admiratif, il y a des sites où ils expliquent en détail comment ça fonctionne, comment faire fonctionner une radio, alors qu'il n'y a plus de place en pratique sur la bande FM pour continuer à émettre. Mais je suis d'une génération où on n'apprenait déjà plus ça. Alors que justement, là, pour en revenir
à ce que disait Robert tout à l'heure, il y avait une sorte de fascination pour la science, pour toutes les découvertes de la science. C'était vrai du nucléaire, mais c'était vrai de l'électronique et des applications de l'électronique, qui faisaient qu'il y avait des manuels qui se vendaient à des dizaines de milliers d'exemplaires, imaginez, pour expliquer comment monter sa propre radio. Hein. Oui, donc les magazines comme toute la radio. Toute la radio, par exemple, et beaucoup d'autres, hein, parce qu'il y en a, il y avait des dizaines plus ou moins spécialisées dans tel type de fabrication. Et tout ça a disparu, c'est absolument écroulé pratiquement dans les années 70. Hein. Donc, effectivement, ce basculement qui était évoqué à propos du nucléaire, c'est-à-dire, voilà, la question de l'anthropocène, mais je pense que ça va même au-delà. Le doute par rapport à la science en général s'insinue à ce moment-là, paradoxalement, juste après le moment où on impose, par exemple, je ne sais pas s'il faut y voir un rapport de cause à effet, mais on impose un rôle très important aux mathématiques modernes. Comme si les mathématiques modernes avaient blasé le jeune public et l'avaient détourné des sciences. Ça, c'était une de mes hypothèses, mais elle n'est pas étayée, donc je me permets de le faire parce que nous sommes entre nous. Voilà. Alors c'est vrai que les mathématiques modernes et la promotion militante des mathématiques modernes a fait réagir beaucoup de gens de façon négative. Moi, je me rappelle, c'est un truc, ça fait aussi partie de l'histoire de l'informatique, des représentants éminents de la réforme des mathématiques au milieu des années 60 qui martelaient cet argument. Si votre enfant ne comprend pas la théorie des ensembles, il ne pourra pas programmer un ordinateur et sera chômeur en l'an 2000. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis c'est devenu une méthode de sélection. Hein. Dans l'enseignement secondaire, indéniable. On essaye de revenir un peu là-dessus, mais en tout cas, moi, je suis passé par ça, hein, puisqu'il m'a fallu faire l'option C, qui s'appelle S maintenant, alors que j'étais plutôt tourné, a priori, vers les humanités, mais mes parents m'ont poussé à faire cela, et j'avais du mal, hein, je dois le reconnaître. Il y avait aussi un aspect politique, semble-t-il, c'est qu'un certain nombre de militants qu'on pourrait qualifier de bourdieusiens voulaient imposer ces mathématiques modernes dans les écoles parce que ça empêcherait les parents de la bourgeoisie d'avantager leurs enfants en leur apprenant les maths. Si papa était ingénieur, il n'en était pas pour autant capable d'expliquer la théorie des ensembles. Voilà, ouais, c'est tout à fait vrai. On trouve ces types de discours. C'est une théorie conspirationniste un petit peu, ça. Hein. Non, mais il y a des textes qui le disent. De haut niveau. Oui, ça peut passer pour une théorie conspirationniste. Il y a des intentions dans l'histoire. J'entends la voix d'Evelyne. Oui, j'ai travaillé sur l'histoire de la réforme des mathématiques modernes. Donc, j'ai regardé tout ça en détail. C'est vrai qu'on trouve ce genre d'arguments, mais il y a des arguments qui démarrent dès les années 1957, comme vous le savez, au niveau international, parce que les mathématiques modernes, dites modernes, c'est en fait les mathématiques du XXe siècle. Et pour les mathématiciens en particulier, c'est tout à fait normal qu'on enseigne ces mathématiques. Et ce qui déclenche les choses en Occident, c'est l'idée, semble-t-il, vrai, d'après ce que j'ai pu voir et étudier, c'est que en fait, du côté des Américains, quand Sputnik apparaît, il y a cette idée qu'il y aurait un retard qui aurait été pris. Et là, je crois que c'est les mathématiciens qui ont dit oui, on a un retard, effectivement, il faudrait qu'on enseigne les mathématiques de notre époque. C'est ça, en fait, hein, le démarrage. Après, moi, je sais que j'ai lu, effectivement, cette histoire que les parents ne suivent pas les enfants, mais c'est vraiment pas... Non, c'est pas ça qui fait les mathématiques modernes. Et quand l'opposition éventuelle... alors ça, c'est très intéressant, cette hypothèse d'une opposition éventuelle entre, disons, des techniques, y compris ces techniques-là de la radio, en général, et les mathématiques modernes, ça me semblerait intéressant à creuser, mais difficile, parce que, en fait, dans ma génération, donc, qui n'est pas la vôtre tout à fait,
Le poste de radio était vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et c'est vrai que les jeunes pouvaient s'intéresser et adhérer à la technique qu'il y avait derrière. Petite anecdote, mais quand même intéressante. Mon père, dans les années 1930, a construit son premier poste de radio. Je dis premier parce qu'il y en aura d'autres après, alors qu'il est en classe de 6e. Donc ça veut dire que ce n'est pas ses parents qui ont pu du tout l'entraîner là-dessus. Ça veut dire qu'il y avait sans doute déjà de la littérature pour apprendre aux jeunes à faire ça. Et puis sans doute, lui, il habitait dans une grande ville, des endroits pour acheter tout le matériel. Et puis bon, mon père a essayé de m'initier à ça. Donc il y avait vraiment c'était vraiment l'ambiance. Mon père faisait réparer, il faisait des postes de radio le dimanche et on sentait l'odeur du fer à souder. Et j'ai hérité un petit peu grâce à mon frère de ça, puisque à la maison, j'ai encore un poste des années 1950-60 et qui marche. En plus, ça c'est rare. C'est un poste allemand de la marque Molina ou quelque chose comme ça. D'accord. Et je l'écoute. Très bien, très bien. Et donc, je crois qu'Arnaud avait également… En fait, mais tu avais commencé à en parler. J'avais été marqué tout à l'heure par l'intervention de Robert qui parlait de figures de la modernité autour du nucléaire. Tout ça, et finalement, ce que tu développais était dans le même registre, en fait. C'est que cette appropriation de la bande FM participe à la modernité. Et c'est ta conclusion, mais j'aurais aimé aller un petit peu plus loin. Quel est l'avenir justement c'est par l'informatique, par le web, par ce genre de choses, ces radios. Et j'avais le sentiment qu'on passait d'une démarche un peu collective, parce que quand même les radios FM sont des espèces de collectifs, informels ou au contraire très, très, très organisés, et que la pratique web, c'est l'inverse du ready-made dont tu dois parler cet après-midi, c'est-à-dire que c'est une transformation très utilitaire de quelque chose qui est déjà qu'on s'approprie aisément. Oui, alors c'est vrai, hein, c'est lié aux usages en général de l'informatique qui permet le repliement un peu sur soi-même, et on le constate sans appuyer sur ce qui fait mal, mais dans les nouvelles générations, hein, il y a cette tendance. Alors c'est vrai, mais en même temps, on voit émerger de ci, de là des collectifs qui s'agrègent avec l'idée de faire une web radio, donc la fameuse radio IP dont je parlais au tout début, de construire des programmes et de les diffuser sur le web. Le problème alors l'avantage, c'est que c'est beaucoup moins cher, infiniment moins cher, et donc effectivement des collectifs désargentés peuvent se le permettre, alors que pour émettre en modulation de fréquence, c'est pas en principe, ce n'est pas des sommes exceptionnelles, mais vu les puissances environnantes, hein, quand vous écoutez Énergie, vous sentez bien que ça se chiffre en centaines de kilowatts. Donc ça devient dur, effectivement. Plus vous augmentez en puissance, plus vous avez besoin de sous. Mais là, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais le problème du web, c'est que de la radio IP, c'est que vous savez, quand vous êtes l'émetteur, hein, façon de parler, hein, ce n'est pas les émissions au sens radiophonique, vous savez combien de personnes vous écoutent, puisque les personnes sont tracées sans volonté mauvaise volonté, par leur adresse IP, hein, leur connexion. Et donc, vous savez que quand vous émettez une émission en web radio, eh bien, il y a soit 10 000 ou 20 000 auditeurs pour Énergie, par exemple, qui possèdent certaines web radios, ou 1 ou 2 ou 3 auditeurs pour des collectifs qui s'échinent à produire des émissions, à proposer des programmes. Et ça a un côté un peu… c'est dur pour ces gens-là, alors que la radiodiffusion telle qu'elle existait auparavant, on était dans l'abstrait. On ne savait pas si les gens étaient à l'écoute, s'il y en avait 3, s'il y en avait 10, s'il y en avait 1000. Et donc, il y avait une sorte de rêverie autour de ça qui n'est plus possible avec la radio IP. C'est pour ça que la solution,
devrait être, je pense, pour continuer à motiver les jeunes générations, la radio numérique terrestre qui, elle, utilise les ondes, hein, qui porte le signal numérique. Hein. On ne va pas rentrer dans le débat numérique digital de tout à l'heure, et qui offre plus de voilà, d'espoir, je dirais, voilà, d'espoir de toucher une population relativement vaste. J'avais une question, Thierry, s'il te plaît, sur l'enjeu géopolitique. Tu disais, voilà, ça s'est passé aux États-Unis, à Atlanta, c'est pas par hasard. Et qu'est-ce que ça nous dit des relations européo-américaines, cette histoire? Et notamment quand tu parles du plan de Copenhague, que j'ignorais totalement, oui. En 1949. Donc, c'est quoi l'Europe à ce moment-là? C'est qui? Quels sont les acteurs qui vont initier le processus? Alors, oui. Alors là, c'est une question un peu complexe pour que j'y réponde, mais l'idée, c'est qu'il y a l'UIT, qui est le regroupement d'un certain nombre de pays, de la quasi-totalité des pays qui ont les capacités d'émettre de la radiodiffusion dans le monde, et créé également l'UER, l'Union européenne de radiodiffusion, qui est presque un sous-ensemble, même si elle n'est pas rattachée directement, qui va gérer les problèmes internes à l'Europe, qui sont plus marqués, parce que les pays ne sont pas les mêmes, n'ont pas forcément les mêmes points de vue, et donc il va falloir essayer de concilier un petit peu tout le monde pour que ça ne soit pas le chaos, tout simplement, sur les ondes européennes. C'était plus facile à traiter du côté américain, puisque vous aviez la FCC, qui était un organisme qui fédérait toutes les questions et qui gérait les relations entre États, alors qu'en Europe, il n'y a pas l'équivalent d'un CSA européen, même si ça se met en place progressivement. Et donc, on va s'accorder sur le fait que on va définir. De toute façon, on parle également au niveau de l'UIT de zone mondiale, hein, c'est-à-dire il y a l'Océanie, il y a les États-Unis, il y a l'Europe, etc., etc. Et donc, on va s'efforcer de régler les problèmes. Et en fait, la modulation de fréquence va être la solution parfaite, puisqu'elle n'émet qu'à des distances relativement faibles. Donc, on est obligé de gérer les conflits, en quelque sorte, conflits d'ondes au niveau des frontières, hein, qui sont toujours assez prenants. Hein. Franco-italienne, la frontière franco-italienne est spécialisée pour ça, bien moins que dans les années 70-80. Et pour le reste, finalement, ce sont les États qui gèrent en interne les émetteurs, dont on sait qu'ils n'émettent pas plus loin, sauf conditions exceptionnelles de l'atmosphère, hein, ça arrive relativement rarement, ne dépassent pas les limites qui leur sont astreintes. De même que l'emplacement des émetteurs est décidé également par le CSA. C'est le CSA qui décide d'autoriser une radio à implanter son émetteur à tel endroit, qui fait des diagrammes de diffusion à partir de la puissance de l'émetteur, de la qualité de l'émetteur, etc. Et à partir de ça, on sait jusqu'où on peut aller globalement. Et on sait que si on dirige l'antenne, par exemple, d'un certain côté, on risque de brouiller une radio qui émet depuis une autre région. Hein, prenons, je sais pas, la région parisienne et je sais pas, la Somme ou des régions relativement voisines, on risque de les brouiller. Donc à ce moment-là, on demande aux opérateurs de modifier. Donc c'est plutôt au niveau local maintenant que se font les ajustements, dans la mesure où, comme je l'ai dit, les ondes longues ont pratiquement disparu. Hein. On a encore démonté 2 émetteurs massifs en France. France Inter a arrêté depuis quelques années. Radio France a arrêté ses émetteurs en ondes longues. Les émetteurs en ondes courtes s'arrêtent les uns après les autres également. Hein. La raison, c'est le succès du web, évidemment. Et donc, les gens écoutent les radios françaises plus facilement par le web. Hein. Enfin, voilà. Mais effectivement, il y avait de nombreux problèmes à régler. Et il y avait à régler la question allemande, hein, puisque la
les Allemands n'avaient plus d'ondes longues et donc il fallait absolument les autoriser à utiliser un espace suffisamment large pour y implanter la modulation de fréquence. Donc ils ont été, même s'ils avaient perdu la guerre, ils ont été moteurs évidemment dans cette mise en place et on voit bien que la France, il y avait le monopole des ondes, il y avait finalement France Inter, France Culture, France Musique, voilà, tout était contrôlé plus ou moins par l'État. Et puis il y avait les radios dites périphériques, mais qui étaient également contrôlées par l'État via Havas, ou donc des sociétés un peu écran, on va dire. Et donc tout se passait bien. Et donc on ne développait pas la modulation de fréquence jusqu'à ce qu'il y ait des petits jeunes à l'époque qui se disent il y a plein de place là-dedans, on va y implanter des émetteurs et finalement ils ont gagné cette petite bataille. Et puis merci pour ces explications. Et il y avait aussi un type de radio très particulier, c'était par exemple Radio Free Europe. Ah oui, ça c'est encore autre chose. Dans la guerre froide, où là c'était les Occidentaux, les Américains en particulier, et avec les réfugiés donc anticommunistes qui s'adressaient à leurs concitoyens de l'autre côté. Voilà. Ça, c'est alors ça, c'était justement en dehors de tout accord international, évidemment. Donc, mais ça existait dans tous les sens, hein, par ailleurs. Oui. Et on a fait ça souvent. C'est-à-dire que les communistes envoyaient des émissions en langue, je ne sais quoi, vers le monde occidental. Et il y avait également ce qu'on appelait les radios noires. C'était un terme allemand, c'était des radios qui se faisaient passer pour des radios, on va dire, alliées ou de tel ou tel pays, avec des animateurs qui parlaient parfaitement, par exemple le français, hein, juste avant la Première Guerre mondiale, il y a des radios noires françaises vers l'Allemagne et des radios noires allemandes vers la France. À la Deuxième Guerre mondiale. Oui, la deuxième, la deuxième, bien sûr. Oui. Dans la Première Guerre mondiale, c'était uniquement la télégraphie sans fil qui était en vigueur. Donc, effectivement, mais tout ça se faisait en pirate, en quelque sorte. Et je n'ai pas parlé des radios pirates également. C'était un autre phénomène qui utilisait les ondes moyennes et qui envoyait des puissances énormes vers la Grande-Bretagne, en particulier, pour casser le monopole de la BBC. Voilà. Evelyne parlait tout à l'heure des postes à lampe, à tube, qu'on montait en utilisant les schémas publiés par Radioplan, encore une revue de l'époque. Mais si les émetteurs à modulation d'amplitude disparaissent, qu'est-ce qu'on pourra entendre sur nos vieux postes à tube ou même sur nos postes à galène? J'en ai un. Il faudrait demander à Evelyne ce qu'elle entend encore. Pas grand-chose, en fait. Hein. Oui, pas grand-chose. Non. Sur toutes les ondes courtes, etc., j'ai fait beaucoup d'essais, mais en fait, bien. Et par contre, justement, sur la FM, qui est tout à fait en haut, comme celle que tu nous as montrée, j'arrive à capter. Voilà. Et alors, c'est très amusant parce que pour capter, on a donc ce système on tourne un bouton et puis on voit le fameux rayon vert. Là, on a vraiment, quand on dit que c'est des ondes, on le sent d'une certaine façon parce qu'on voit qu'il faut se rapprocher de l'onde. Mais j'ai pas grand-chose. Hein, pas grand-chose. C'est ça. On tourne un condensateur variable. C'est ça. C'est des lamelles qui s'emboîtent. C'est ça. Et pourtant, ce poste a été complètement remonté par mon frère récemment, qui était ingénieur en informatique au CNRS et qui pourtant s'intéresse aussi beaucoup à ce genre de choses. Et j'ai appris donc par lui qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui, comme lui, s'intéressent toujours à remonter des postes, en fait, et qu'il y a tout un marché d'occasion pour avoir toutes les fameuses lampes, etc. Ça marche, mais pas beaucoup, on n'a pas grand-chose. Oui, il y a des collectionneurs, mais le problème, effectivement, c'est que les émetteurs d'ondes moyennes ou d'ondes longues sont démontés, pour des raisons économiques, hein, mais également du fait de l'arrivée en masse du web. Hein.